Acteurs sociaux, acteurs des territoires, une force de proposition pour répondre aux enjeux collectifs. Bonjour à tous, bienvenue à l'occasion de ce webinaire organisé par Aura HLM. Nous sommes à Bourg-en-Bresse, sur le plateau télé de Dynacité qui nous accueille aujourd'hui. Les conditions sanitaires seront respectées entre distanciation sociale et port du masque, excepté pour les intervenants, le temps de leurs propos. Et pour vous souhaiter la bienvenue et camper le décor, j'accueille Marc Gomez, président de Aura HLM. Bonjour Marc, merci pour cette belle invitation. Les premiers mots pour ce webinaire sont à vous. Très heureux de vous accueillir tous ici dans le siège de Dynacité pour ce premier webinaire de l'association Aura HLM de l'Ain. Brièvement pour la présenter, nous sommes vraiment dans la dynamique de l'association Aura HLM de la région et également en lien avec le national et la confédérale de l'Union sociale pour l'habitat, avec cette volonté de partager le même message, les mêmes projets, les mêmes propositions. Rappelez également que l'association Aura HLM de l'Ain, c'est 16 organismes, 16 adhérents qui gèrent 47 000 logements sur le département de l'Ain. Nous logeons un Indinois sur 5. Un Indinois sur 5. Nous avons collectivement plus de 1000 salariés. Nous investissons chaque année 200 millions d'euros et cela induit 2000 emplois au niveau du département. Rappelez également que si nous avons au niveau des adhérents des logiques qui sont nationales, des groupes nationaux, régionaux ou départementaux, nous avons cette même volonté, au-delà de nos stratégies, cette même volonté, cette même raison d'être, loger le plus grand nombre et ainsi répondre aux attentes du territoire. Peut-être également à rappeler que l'association Aura HLM de l'Ain, c'est également des adhérents qui vont au-delà de leur mission, je dirais, d'intérêt général en lien avec le code de la construction de l'habitat, qui est de loger, de construire. Nous sommes aussi des aménageurs, des promoteurs. Nous permettons le parcours résidentiel en mettant en vente des logements. Nous permettons également de répondre aux problématiques de violence familiale, à cette volonté également de proposer des logements inclusifs, d'aménager également les territoires, de porter du foncier, de réfléchir également sur tout ce qui est organisme foncier solidaire. Donc tout ce panel, toute cette typologie de logement est en lien avec notre volonté d'innover la proposition de l'habitat au niveau du département. Pourquoi ? Parce que le département est un département extrêmement dynamique, avec cette volonté d'accueillir et de répondre aussi aux attentes des habitants, des Indinois, avec des problématiques fortes que connaît le national et notamment aussi le département. C'est comment permettre le bien vieillir chez soi, comment également inclure et ne pas exclure, comment ainsi considérer tout le monde et n'oublier personne. C'est une logique partagée par le département et ses présidents, vice-présidents, une logique partagée également par l'État, par les EPCI, par les maires également, et qui sont au centre de l'activité logement et aménagement du territoire et de leur commune. Donc très heureux de ce premier webinaire du département de l'Ain avec l'Aura HLM de l'Ain, très heureux de partager deux thématiques ce matin. Comment loger les Indinois? Qui sont-ils? Quelles sont leurs attentes, leurs besoins? Et ensuite, comment permettre d'avoir un développement pérenne, continu, et donc lever les problématiques de frein au développement et de frein foncier. Nous ferons tout cela avec de nombreux acteurs du département, de l'État, des élus et des bailleurs adhérents pour avoir un discours de proposition, un discours aussi de franchise, mais néanmoins de respect, de bienveillance, sachant que nos destins sont liés et qu'il faut travailler donc à l'intérêt général. Voilà, deux thématiques ô combien importantes et pas des moindres, nous les verrons dans un instant avec nos invités de table ronde donc autour des HLM. Alors pour nous mettre dans l'ambiance et rappeler le fonctionnement de ceux-ci, voici une courte vidéo, les HLM, comment ça marche, on vous explique tout. Les HLM répondent à des besoins très divers de logement avec une mission commune, celle de permettre à des ménages de se loger à des prix inférieurs à ceux du marché. Avec 10 millions de personnes logées dans le logement social et 2 millions de ménages en attente d'un logement HLM, les profils sont nombreux. Jeunes, étudiants, salariés précaires, parents célibataires, retraités, personnes en recherche d'un logement adapté, au handicap, au vieillissement. L'enjeu de répondre à tous est colossal. Pour identifier les besoins en nouveau logement, il faut d'abord analyser en détail le marché immobilier, les évolutions démographiques, les perspectives économiques et les profils des demandeurs. Et ce, de façon spécifique à chaque territoire. À partir de ces données, les collectivités déterminent le nombre de nouveaux logements nécessaires et la place du logement social.
C'est ce qu'on appelle le programme local de l'habitat qui fixe des objectifs pluriannuels de production permettant à toutes les villes de mieux répondre aux nombreux demandeurs en attente d'un logement HLM. Un HLM, cela peut être un appartement ou une maison en location ou en accession sociale à la propriété. Il y a aussi des logements adaptés au handicap, des logements foyers pour accueillir les plus fragiles, des résidences étudiantes et des foyers de jeunes travailleurs. Leur point commun, ce sont des logements abordables et de qualité qui tiennent compte des ressources de leurs occupants. Et qui dit logement abordable, dit aussi facture maîtrisée. Aujourd'hui, l'enjeu est de réussir à construire de nouveaux logements, mais aussi de réhabiliter, c'est-à-dire améliorer le confort, améliorer la performance thermique des logements, des résidences qui ont vieilli et qui doivent s'adapter au changement climatique. Le secteur HLM fait preuve de beaucoup d'innovation pour intégrer les questions de durabilité, notamment dans le choix des matériaux biosourcés, d'énergie bas carbone et de réemploi. Au-delà de ces aspects écologiques essentiels, nous innovons pour mieux répondre aux attentes sociétales des habitants liées à l'usage qu'ils ont de leur logement, des espaces communs, des pieds d'immeubles. La qualité de service est aujourd'hui au cœur de nos préoccupations. Trouver des terrains pour construire devient de plus en plus difficile dans un grand nombre de villes. Le foncier abordable est souvent rare ou long à mobiliser, alors que les objectifs de production sont élevés et immédiats. L'action des collectivités est donc essentielle pour qu'ils soient directement accessibles aux organismes HLM, notamment dans les secteurs d'aménagement. Ceci de façon à permettre de produire des logements sociaux bien répartis et intégrés à la ville, proches des services publics et des commerces. C'est vrai dans les zones urbaines, mais aussi en secteur rural où les besoins existent, par exemple pour requalifier les centres-bourgs ou développer de petites opérations insérées dans le tissu local. En moyenne, une construction de logements sociaux est financée à hauteur de 76% par les prêts de la Caisse des dépôts. Pour cela, la Caisse utilise les fonds déposés sur le livret A et propose aux organismes des prêts de long terme à taux d'intérêt modéré. Ces prêts seront remboursés au fil des années par les loyers. Loyers qui constituent donc de fait le principal mode de financement des logements sociaux. Les 24% restants, eux, sont apportés par les autres acteurs, État, collectivités locales, Action Logement, sous forme de subventions ou d'aides fiscales, mais aussi par les organismes HLM eux-mêmes sur leurs ressources propres. Les investissements HLM pèsent donc in fine modérément sur les finances publiques, sachant que par ailleurs, les chantiers de construction créent des emplois et contribuent ainsi au dynamisme de l'économie locale et des finances publiques. Pour chaque logement, une commission d'attribution, mise en place par l'organisme HLM, examine 3 candidatures en prenant en compte la situation des ménages et les priorités d'attribution. Cette commission est composée de 6 membres du conseil d'administration, dont un représentant des locataires. Le maire en est membre de droit. Construire des HLM, c'est donc agir pour la mixité et le vivre ensemble dans nos quartiers et dans nos villes. C'est construire un avenir plus accessible, plus solidaire, plus durable pour des millions de personnes qui ont du mal à se loger au prix du marché. Voilà, merci à l'Union sociale de l'habitat pour cette vidéo. On comprend mieux le fonctionnement des HLM. C'est une belle introduction à cette première table ronde. Construire pour loger les Indinois tels qu'ils sont, car les enjeux de construction de logements face à la dynamique démographique et économique que connaît le département sont importants. Les ménages les plus aisés se logent sans problème. Les ménages ayant de plus faibles ressources éprouvent de grandes difficultés à se loger dans des conditions dignes et à des prix adaptés à leurs ressources. Ces difficultés sont encore plus fortes sur les secteurs en tension du département et entraînent sur les collectivités territoriales concernées des problèmes de recrutement et de fonctionnement économique sur des activités pourtant essentielles comme la santé, le commerce de proximité ou encore les services publics par exemple. M'ont rejoint Anne Canova, directrice régionale de CDC Habitat Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour, merci d'être avec nous. Et Pierre Uséo, chargé de projet territorial pour l'Aura HLM de l'Ain. Merci donc à tous les deux de votre présence. Alors avant de vous poser une première question, sachez que vous pouvez participer en posant des questions sur le chat juste à côté de la vidéo. Des réponses vous seront apportées également sur ce chat. Ma première question est pour vous, Anne Canova. Quel regard, quelles actions les bailleurs sociaux, les bailleurs HLM portent-ils pour répondre à ces enjeux que l'on a identifiés et qui sont très importants et très prégnants ?
Alors, Marc Gomez en a parlé, mais c'est vrai que les bailleurs sociaux proposent une gamme de logements extrêmement vaste qui permet de répondre aux besoins assez diversifiés. Donc, du logement très social, voire accompagné, du logement social classique, du logement intermédiaire. On fait aussi de l'accession sociale, on fait de la vente HLM, c'est-à-dire de la vente à nos locataires. On loge également des étudiants dans des produits spécifiques, on loge des personnes âgées, on loge des jeunes travailleurs. Voilà. Et pourtant, l'image des demandeurs de logements sociaux, voire des habitants même, de nos locataires, qui est véhiculée est plutôt négative. Néanmoins, force est de constater que dans l'Ain, sur l'ensemble des communes du territoire, 81% des communes ont au moins un logement social. Alors, il y a des disparités, évidemment, ce n'est pas étonnant. Sur les communes de moins de 100 habitants, les communes sont moins dotées. Quand on regarde la tranche de communes entre 100 et 500 logements, 500 habitants, on a quand même on a la moitié des communes qui sont dotées de logements sociaux, et on passe à 95% des communes quand on est entre 500 et 1000 logements. Et au-delà de 1000 habitants, décidément, au-delà de 1000 habitants, à part 6 communes, l'ensemble des communes disposent de logements sociaux. Donc on voit bien que les communes ont ce souci de loger le plus grand nombre. Alors, l'ensemble des bailleurs de l'Ain est engagé dans la production neuve de logements sociaux, en s'adaptant aux politiques locales, aux disparités locales, aussi aux différentes situations qui peuvent intervenir en matière de foncier, par exemple, disponible, et en travaillant les attributions avec nos partenaires et nos réservataires. Et malgré une construction soutenue, quand même, ces dernières années, il faut le noter, le nombre de demandeurs de logements sociaux est toujours plus important sur le département. Il a augmenté de 19% en 5 ans. Et aujourd'hui, ce sont plus de 15 000 demandes qui sont actives. Alors ensuite, on a l'habitude de calculer ce qu'on appelle le taux de pression, c'est-à-dire le nombre d'attributions qui sont faites dans le logement social face au nombre de demandes. Le taux de pression aujourd'hui, dans l'Ain, il est de 2,5. Ça veut dire que pour un logement qu'on attribue, il y a 2,5 demandes. Donc on voit qu'on ne répond pas à l'ensemble des attentes, avec de grandes disparités sur le territoire, puisque quand on regarde les localités, les intercommunalités où il y a le moins de pression, comme par exemple sur la communauté de communes des Rives de l'Ain, on est à un taux de pression de 1,4. Donc là, on peut considérer que l'offre et la demande se rejoignent à peu près. Sur des territoires comme la communauté de communes de Miribel et du Plateau, ce taux de pression, il est de 6,7. Ce qui veut dire que les demandeurs doivent attendre très longtemps avant de se voir attribuer un logement, voire ne pas y arriver. Alors vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, on connaît finalement peu ceux que l'on doit loger, puisque en fait, voilà, il y a des stéréotypes, vous l'avez dit même, sont plutôt mal vus. On va donc avec Pierre Uséo aller à leur rencontre, peut-être parler des caractéristiques des demandeurs et des locataires du parc social. Quelques éléments de réponse que vous allez pouvoir nous donner ce matin pour que l'on sache qui sont les usagers de ces HLM. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir eu des enquêtes récemment sur le profil des demandeurs et des occupants du parc social, ce qui nous permet effectivement de voir qui sont les demandeurs, qui sont les personnes qui occupent le parc HLM actuellement, et de voir aussi un peu les spécificités qu'il y a entre le public qu'on loge au niveau des HLM et la population de l'Ain, les Indinois. Ces comparaisons permettent aussi de prévoir un peu l'avenir pour les bailleurs sociaux, c'est-à-dire qu'on voit parmi les demandeurs ceux qu'on aura à loger, et donc quelles sont les caractéristiques en termes de composition familiale, en termes de revenus et en termes d'activité. Si on regarde ce qui concerne la composition familiale, dans l'Ain, 9% des ménages sont des familles monoparentales. Quand on regarde ce que représentent les familles monoparentales au niveau des locataires du parc HLM, là, on grimpe à 22%. Donc, on voit bien que le parc social loge de façon plus importante les familles monoparentales que ce qu'elles représentent dans la population globale indinoise. Et sur certaines intercommunalités, c'est presque un tiers des locataires qui sont des familles monoparentales. On voit également que parmi les demandeurs, également les occupants, la présence très importante de personnes seules. C'est vraiment une caractéristique importante. Et la moitié des nouvelles demandes
c'est vraiment important à prendre en compte pour le secteur HLM. Plus de la moitié des nouvelles demandes sont faites par des personnes isolées, personnes seules. Donc on voit deux caractéristiques dans le logement, enfin les personnes que loge le parc HLM, c'est une proportion nettement plus importante de familles monoparentales et de personnes isolées. Un chiffre qui est aussi intéressant, c'est les demandes de mutation, c'est-à-dire les personnes qui sont déjà logées dans le parc HLM et qui demandent un autre logement dans le parc HLM. On a souvent un discours disant que c'est un peu des demandes de confort. Les personnes veulent... alors ça peut arriver, hein, faut pas se cacher, mais pas que, effectivement. La grande majorité des demandes de mutation, elles viennent de familles. Et cette part de famille est même plus importante que celle qu'on voit dans la population indinoise. C'est donc des couples avec enfants qui souhaitent changer de logement. Et le premier motif qui est évoqué dans ces demandes, c'est le fait que le logement soit trop petit. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à prendre en compte aussi au niveau des propositions que peuvent apporter les bailleurs sociaux à ces ménages qu'on loge déjà, mais qui ont néanmoins besoin d'un nouveau logement dans le parc HLM qui corresponde mieux à leur composition familiale. Pour concevoir et imaginer les logements de demain et finalement de répondre à toutes ces attentes des futurs demandeurs. Peut-être un mot complémentaire ou sur ces premiers chiffres que l'on vient de découvrir avec Pierre. Anne Canova, quels enseignements est-ce que du coup vous pouvez tirer ou qu'est-ce que ces chiffres vous disent? Peut-être un écho ce matin? Moi, déjà, je trouve que ces chiffres montrent que nos locataires sont quand même à l'image de la société, hein, avec peut-être des tendances plus marquées, mais on sent bien que la baisse de la taille des ménages, notamment, est assez prégnante et l'impact aussi de l'évolution de la structure familiale, de l'impact des séparations, des recompositions familiales. Aujourd'hui, le foyer type n'est plus le couple biactif avec 1 ou 2 enfants. Hein, et parallèlement, la population vieillit. Parce que dans les chiffres qu'on a de personnes seules qui demandent, c'est aussi beaucoup des personnes qui vieillissent. Donc la taille moyenne d'un ménage, il faut le voir aujourd'hui dans l'Ain, il est de 2,3 personnes. Il y a 50 ans, c'était 3 personnes. Et en termes statistiques, c'est une évolution qui est assez majeure. 70% des demandeurs de logements sociaux ne vivent qu'avec un seul revenu. Et on voit bien qu'avec un seul revenu, c'est quand même très compliqué de se loger dans le parc privé. Et donc, assez naturellement, ils se tournent vers nous. Moi, j'ai aussi une autre question. Je vais rester dans les stéréotypes, Pierre, pardon, mais on entend souvent dire aussi que dans le parc social, on loge surtout des chômeurs ou des personnes sans activité. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'il y a aussi là, peut-être des évolutions sur ces dernières années avec des besoins peut-être qui évoluent? Alors, sur la question de l'activité, effectivement, vous faites bien de le souligner, on a souvent cette image un peu stéréotypée. Une majorité des occupants et des demandeurs, il faut le savoir, sur le parc social, disposent d'un emploi. Le niveau de ménage en emploi parmi les occupants, il est proche globalement de celui qu'on constate au niveau de la population de l'Ain. C'est-à-dire qu'on est à 52% de ménages en emploi dans les occupants du parc social, contre 55% au niveau du département. Si on regarde les demandeurs, on a même un taux d'emploi qui est même un peu supérieur. On est à 57% par rapport à celui de la population indinoise. C'est aussi variable, hein, on le rappelle souvent, mais le département de l'Ain est assez hétérogène et il y a vraiment des différences entre les territoires. Mais il faut savoir que sur certaines intercommunalités, notamment les secteurs comme le Pays de Gex ou les secteurs, on va dire, de la grande côtière, à proximité de l'agglomération lyonnaise, 2/3 des demandeurs sont en emploi. Donc c'est vraiment un chiffre qui va à contre-courant, je veux dire, des idées un peu reçues là, sur ces sujets. Là, on retrouve par contre une vraie différence, et on le voit dans les chiffres, hein, c'est sur la question de la qualité de l'emploi. Je m'explique, c'est-à-dire que la part des ménages en emploi est relativement semblable entre la population indinoise et puis les occupants du parc social. Par contre, la part de ménages qui sont en emploi mais précaires, c'est-à-dire en CDD, en intérim
en stage, en emploi aidé. Elle est beaucoup plus forte parmi les demandeurs et les occupants du parc social que dans la population indinoise. Elle est globalement de l'ordre du simple au double. Et ce constat, on le voit, il est plus marqué encore sur certains secteurs du département qui ont un emploi industriel aussi plus important. Il y a un lien effectivement entre la structuration de l'activité économique et le type d'emploi qui est proposé derrière. Si on s'intéresse maintenant aux questions des ressources de ces ménages, 2/3 des ménages dans l'Ain sont sous plafond HLM. Pourraient rentrer, c'est-à-dire que 2/3 des ménages globalement dans le département ont des ressources qui leur permettraient d'accéder au logement social. Alors tous ne font pas la demande, il y en a un certain nombre qui se logent dans le parc privé, bien entendu. Si on regarde les locataires du parc privé, on est à plus de 3/4 des locataires du parc privé qui, de par leurs ressources, pourraient accéder au logement social. Voilà. Donc c'est vraiment des chiffres importants. Le logement social, il faut le rappeler, a une vocation généraliste et peut loger une très grande majorité de la population indinoise. Si on regarde maintenant les questions de ressources des occupants, on a plus de la moitié des occupants du parc social qui sont sous les plafonds PLAI, c'est-à-dire les logements les plus sociaux. Ça correspond globalement à l'équivalent du SMIC pour les personnes qui sont ces plafonds de ressources. Et on n'est qu'à 21% au niveau de la population indinoise. Le chiffre qui est le plus marquant, à mon sens, c'est celui des demandeurs, avec un phénomène de paupérisation qui se voit très fortement, puisque 2/3 des demandeurs, des nouveaux demandeurs, sont sous les plafonds PLAI. C'est-à-dire que par rapport, le parc social loge effectivement une grande partie des ménages à faible ressource, c'est son rôle. Mais on voit aussi qu'il doit faire face à une paupérisation croissante des demandeurs de logements sociaux. Alors merci pour cette présentation des Indinois. On comprend mieux qui ils sont et quelles sont leur vie. Et finalement, Anne Canova, est-ce qu'on peut dire que les bailleurs sociaux jouent bien leur rôle? Est-ce qu'ils le jouent correctement selon vous? Il faut le dire, l'emploi se précarise et face à cela, c'est difficile de se loger dans le parc privé. Et comme vient de l'indiquer Pierre, nombre de nos locataires ne gagnent qu'un SMIC. Et finalement, un SMIC, c'est quoi? C'est le niveau quand même de rémunération de bon nombre de fonctions qui sont essentielles au fonctionnement de nos territoires. On peut parler des caissiers, on peut parler des aides-soignants, on peut parler des artisans, des postiers aussi, sujet très important. Et finalement, alors en faisant fi des disparités territoriales, il faut savoir que le loyer moyen dans l'Ain, il est de 13 € du mètre carré. Donc pour notre famille que je citais tout à l'heure, un peu type de 2,3 personnes, qui a besoin donc sans doute d'un T3 de 65 mètres carrés, on est sur un loyer qui donc est de 845 €. Avec un SMIC, vous ne pouvez pas payer un tel loyer, puisqu'aujourd'hui, dans le parc privé, et d'ailleurs chez nous aussi, le taux d'effort, il ne doit pas être au-delà du tiers de ses ressources. Donc c'est bien naturellement que le logement social est une solution, voire la seule solution. Donc, seul le logement dans ces conditions laisse ce qu'on appelle, nous, le reste à vivre, adapté à nos locataires. Donc oui, le parc social joue pleinement son rôle, donc en logeant à la fois ceux qui sont les plus précarisés, qui sont dans des difficultés, mais joue aussi pleinement son rôle pour loger les personnes qui sont donc essentielles au fonctionnement au quotidien de toutes nos structures, qu'elles soient liées, on va dire, moi je les appelle les travailleurs clés. On les a appelés, les personnes de la première ligne sont les travailleurs clés du territoire. Donc oui, nous jouons ce rôle de permettre de les loger dans de bonnes conditions et dans un taux d'effort acceptable. On a vu qu'il y avait aussi encore un peu de demandes, notamment dans le département de l'Ain. On va parler dans quelques instants, justement, de ces projets et puis peut-être de ce qui peut freiner à ces projets dans un instant. Vous allez rester avec moi, on va accueillir sur ce plateau Daniel Rafoz et Bernard Perret. Vous allez pouvoir nous rejoindre. Daniel Rafoz, vous êtes vice-président en charge de l'aménagement et de l'urbanisme
du logement et des gens du voyage à Pays de Gex Agglomération et maire de l'une des principales communes du Pays de Gex. Donc vous êtes maire de Ferney-Voltaire. Alors ma première question est pour vous, quel regard vous portez sur les chiffres dont on vient de parler et puis surtout, quelles difficultés particulières vous rencontrez sur votre territoire pour loger les demandeurs de logements sociaux? Bonjour. Bonjour. Oui, je partage je dirais le regard et les chiffres. Je ne veux pas parler de chiffres aujourd'hui. Le regard sur une région qui est la nôtre, c'est la région frontalière du Pays de Gex, qui est très atypique, qui est un sujet de grande attractivité vis-à-vis de la population. Donc comment gérer cet afflux qui est constant? On parle de notion d'effort ou le reste à charge. Pour nous, il est très complexe. Alors, on construit dans le Pays de Gex, on construit beaucoup. Pourtant, la demande est très très forte. Pourquoi? Parce qu'on est à côté de la Suisse qui elle, est concurrentielle, aussi bien fiscalement que réglementairement. On voit bien que cette charge sur le logement social est notre difficulté. C'est la rotation, c'est les attributions. C'est pour ça qu'on a mis en place quelques outils, on pourra en parler tout à l'heure, qui permettent justement cette accessibilité au logement social. Alors, le logement social dans le Pays de Gex, il évolue, on a des difficultés, on va en parler, je crois que mon collègue maire m'en a parlé tout à l'heure. Ça va être le foncier, le coût du foncier qui devient exorbitant. En plus, avec des demandes assez contradictoires de la part de l'État. D'un côté, on nous dit de moins construire parce qu'on aura la transition et on doit diminuer l'étalement urbain, et ça c'est compréhensible. Pour autant, comment construire du logement sans disposer d'un foncier, je dirais, accessible, et à quel coût? Voilà, ce sera toutes les contradictions qu'on va avoir dans ce territoire, mais je pense sur l'ensemble du territoire de l'Ain et de la France, ça va être une vraie difficulté. Construire différemment, construire densifier sur des zones, construire la ville sur la ville ou la commune sur la commune, ça va être un sujet. Pour autant, là après, on va arriver aussi au coût de cette construction et la possibilité pour les bailleurs sociaux de pouvoir construire dans quel volume. On ne peut pas faire n'importe quoi, masser les gens. On a fait beaucoup d'erreurs dans les années 50-60, pas renouveler ces erreurs de densification à outrance, qui fait que nous, derrière, collectivité, on va avoir ces difficultés. Alors, on dit que faire du logement social, et peut-être je ne suis pas politiquement correct, ça appauvrit parfois des communes. Dire que faire une masse pourquoi? Parce que derrière, il va falloir construire d'autres choses, des structures, des écoles, des services, etc., sans avoir les revenus qui correspondent, je dirais, à ces besoins. Et ils sont naturels, ces besoins. Voilà, tous les sujets sont sur la table. Enfin, je ne vais pas prendre tout le temps la parole. Alors on va parler de stratégie, notamment pour le logement des classes moyennes, qui est mis en œuvre sur votre territoire. Et est-ce que vous pouvez nous en parler? Et puis peut-être ce lien avec les bailleurs sociaux, comment est-ce qu'ils peuvent vous aider justement sur les problématiques dont vous venez de parler? Alors pour nous, favoriser le parcours résidentiel, on s'est attaqué, je crois qu'on est la première agglomération à avoir mis en place un système de cotation de la demande, un plan, je dirais, le plan d'attribution aussi des logements, en mettant un certain nombre de critères qui touchent aussi bien, je dirais, nos collectivités, comment loger nos personnels, c'était une question que c'est, mais comment aussi loger le personnel des entreprises à un coût raisonnable. Tout à l'heure, madame en parlait, de cette notion d'effort, quand on a des salaires qui sont réglementés, comment habiter dans le Pays de Gex. Voilà, ça c'était les sujets. Et après, on a aussi des populations type professeurs des lycées, etc., qui sont juste à ça et qui ne trouvent pas non plus du logement. Là aussi, comment trouver des solutions avec l'État? On met en place des systèmes. Voilà, ça c'est vraiment améliorer le parcours résidentiel pour permettre une bascule dans un logement abordable ou intermédiaire à des prix aussi décents. Voilà, c'est ça le sujet. Donc, on a mis en place ce système avec un règlement. Maintenant, on doit travailler, c'est essentiel, c'est le lien avec les bailleurs sociaux pour que, je dirais, l'information circule de façon à ce qu'on informe aussi bien les futurs locataires, parce que c'est aussi cette transparence qui doit aborder, parce qu'on est souvent critiqué en disant « ça se passe mal, il y a de la tricherie ». Non, ça, c'est un système qui est tout à fait transparent, clair, mais clair aussi pour nous de savoir à qui on attribue et comment on attribue.
Merci pour ces éléments de réponse, Daniel Raffos. À vos côtés, Bernard Perret, vous êtes le vice-président en charge de l'habitat, du logement et de la politique de la ville à la communauté de communes de la Plaine de l'Ain. Vous êtes aussi maire de la commune de Bourg-Saint-Christophe. Votre regard sur les chiffres dont on vient de parler ce matin, et puis peut-être aussi vos difficultés que vous rencontrez sur votre territoire pour loger les demandeurs de logements sociaux. Voilà, votre regard nous intéresse sur un autre territoire aussi. Alors, un territoire, certes, très différent du territoire du Pays de Gex, mais malgré tout, la proximité de la ville de Lyon et de l'agglomération nous impacte très largement. Et sur le constat, nous partageons pas mal de choses. C'est-à-dire que la part de personnes seules ou de familles monoparentales est plus importante sur notre territoire que sur l'ensemble du département. Alors il en est de même pour les demandeurs, mais avec des secteurs plus tendus selon les villes. C'est vrai quand on est dans une zone un peu plus rurale, c'est un petit peu plus facile. Le pourcentage d'emplois précaires est aussi plus important sur notre territoire, malgré une activité économique assez importante, voire même très importante, avec le parc industriel de la Plaine de l'Ain. Et nous assistons, comme partout, depuis quelques années, à ce phénomène de décohabitation qui s'amplifie. Les familles monoparentales sont de plus en plus importantes. C'est un phénomène de société et nous avons quelque peu du mal à faire face, à répondre à cette problématique. Alors les difficultés, aujourd'hui, sur notre territoire, c'est quand même nettement le manque d'offres nouvelles de logements. Une programmation qui, pour l'année 2021, a été relativement faible, qui, pour 2022, s'annonce encore assez faible. Alors, on a analysé les choses, et c'est vrai que le prix du foncier y est pour beaucoup, mais pas que. Les bailleurs, en général, ont des difficultés pour équilibrer leurs opérations. Alors, le prix du foncier, j'en ai parlé, mais nous avons aussi sur notre territoire une autre problématique, c'est que nous sommes considérés comme une zone détendue. La majorité des communes sont classées en zone C, ce qui pose des problèmes d'équilibre financier. Les bailleurs le connaissent très bien, alors que dans la majorité des secteurs, on est victime quelque peu de ce classement. Je rappelle que sur notre territoire, sur 53 communes, nous avons 3 communes qui sont dites communes SRU, qui doivent atteindre le pourcentage de 25% de logements sociaux et qui aujourd'hui sont classés en zone C. Alors peut-être quelque part, on se pose des questions. De temps en temps, il faut aussi chercher les causes et peut-être un manque d'anticipation sur notre territoire. Nous étions une zone relativement rurale, manque d'anticipation pour créer des réserves foncières. Alors nous avons la chance d'avoir un outil dans le département qui s'appelle l'EPF et qui joue pleinement son rôle et nous devons le soutenir. Et puis il y a une autre problématique qui naît aujourd'hui, c'est la problématique de la garantie des emprunts. Et les bailleurs sociaux connaissent très bien ça, c'est-à-dire si demain les collectivités refusent de garantir les emprunts, c'est les garanties qu'il faut aller chercher ailleurs et qui seront non négligeables sur le prix de revient des opérations. Donc nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait vraiment un échange large entre les bailleurs sociaux, les collectivités, départements, communes, EPCI, par rapport à cette problématique. Alors beaucoup de choses ont été mises en place, c'est vrai. J'ai parlé plus haut de l'EPF pour créer des réserves foncières. Alors ça a été dit, mais le zéro artificialisation va encore continuer à faire grimper le prix du logement. Et sur notre secteur, nous avons un PLH, bien entendu, qui nous permet d'apporter un soutien non négligeable à toutes les opérations et à tous les bailleurs. Je voudrais aussi parler de notre OPAH qui nous permet de veiller et d'inciter la création de ces logements, même par rapport à du privé, et elle nous permet aussi d'apporter un large soutien à la rénovation énergétique et à l'adaptation de ces logements. Ce qui n'est pas négligeable parce que quand on a un parc de logements qui commence à vieillir, il faut de temps en temps le rénover. Donc, nous avons pris ça en compte. Enfin, un soutien est apporté aux bailleurs pour la rénovation de ces logements. C'est très récent sur notre territoire pour lutter contre cette précarité énergétique qui vient rajouter des charges supplémentaires aux familles qui ont déjà des revenus faibles. Et enfin, pour conclure, moi, il me semble qu'il est indispensable de renforcer les liens entre nous tous,
c'est-à-dire les communes, les EPCI, les bailleurs et tous les acteurs sociaux, afin d'affiner les questions de programmation et d'attribution. Ça a déjà été dit, mais je pense que c'est le nœud du problème. Il faut vraiment qu'on travaille tous ensemble et qu'on n'hésite pas à échanger au quotidien. Bon, ce qui est bien, c'est que les constats, en tout cas, sont quand même plutôt partagés, les chiffres aussi et les usages. Anne Canova, peut-être une réaction après ce que vous venez d'entendre, après voilà, les propos de Daniel Raffos et de Bernard Perret. Qu'est-ce que vous pouvez peut-être nous dire déjà que vous partagez peut-être aussi leur vision? Bien entendu, hein, la question de la disponibilité du foncier est un vrai sujet en matière de production neuve, ça c'est certain. Moi, je rejoins effectivement tout ce que vous avez pu dire. Notre préoccupation aussi sur la réhabilitation, évidemment, du parc existant et son adaptabilité face au vieillissement aussi de la population. Et en tout cas, nous, tous les bailleurs de l'Ain, en tout cas, sont tout à fait prêts à engager un dialogue avec les collectivités, avec le PCI. C'est d'ailleurs pour ça que finalement, l'Aura HLM de l'Ain a été créé, pour justement renforcer ces liens. Et donc, on est tout à fait prêts à travailler à vos côtés dans cette optique. Donc, comptez sur nous. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour cette première table ronde. Merci à tous les quatre pour vos éclairages et vos témoignages. Je vous propose donc de passer à la seconde thématique de ce webinaire, comment lever les freins au développement. Depuis 3 ans, la production, c'est-à-dire le volume des agréments de logements sociaux, connaît une baisse marquée. Dans le département, ce niveau de production est le plus bas constaté depuis 15 ans. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette baisse, mais il est certain que la réduction de loyer de solidarité a fortement impacté les capacités des bailleurs sociaux à investir et limite donc leur capacité d'intervention, qui est également mobilisée pour la rénovation du parc existant. Ce retard qui s'accumule sera particulièrement difficile à rattraper. Pour autant, les organismes de logements sociaux sont pleinement mobilisés pour répondre à la diversité des demandes des territoires et sont également source de propositions pour lever les freins au développement de nouveaux logements pour répondre aux besoins des habitants. J'accueille donc à mes côtés Christian Magnon, qui est directeur général de Logidia, Guillaume Fury, directeur de la direction départementale des territoires et représentant de l'État, Clotilde Fournier, vice-présidente déléguée à l'insertion, à l'emploi, à l'habitat et au logement au sein du département de l'Ain, et Jean-Yves Flochon, qui est président de l'association des maires du département de l'Ain. Merci à tous les quatre de votre présence aujourd'hui. Voilà, je rappelle que vous pouvez réagir et poser des questions. L'équipe de Aura HLM se fera un plaisir de vous répondre sur le chat qui est à votre disposition à côté de la vidéo. Je vais commencer avec vous, Christian Magnon, directeur général de Logidia. Quels sont les freins identifiés? On en a parlé un peu en amont, les freins pour les bailleurs sociaux, et puis peut-être des propositions concrètes qui sont faites par le mouvement HLM et qui visera à répondre à ces problématiques. Très bien. Effectivement, nous avons des freins structurels pour lesquels le mouvement HLM tente de faire bouger les lignes. On peut citer effectivement la RLS, la réduction de loyer de solidarité, qui est en fait une réduction de loyer portée par les bailleurs et qui vient compenser à l'euro près la baisse des APL de nos allocataires. C'est le premier sujet. Nous avons également la TVA qui a fortement été augmentée, puisque la plupart de nos produits sont maintenant taxés au taux de 10% contre 5,5%. Et ce depuis 2018. Et ça change beaucoup de choses quand même. Tout à fait. Nous avons également la problématique de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Nous bénéficions d'exonérations. Ces exonérations sont régulièrement remises sur la table à l'occasion de l'examen des nouvelles lois de finances annuelles. Et puis nous avons effectivement le zonage, qui est un vrai sujet, qui est aussi porté au niveau national par nos fédérations. Nous aurons également d'autres contraintes qui pointent et qui seront à court terme et moyen terme. Et il faut citer bien sûr la RE 2020, qui va s'appliquer au nouveau permis de construire déposé à compter du 1er janvier 2022 et qui renchérira les coûts, c'est évident. Et nous avons également la loi climat et résilience qui va restreindre considérablement les terrains constructibles. Donc
ces nouvelles orientations et contraintes, on les partage au sein de notre mouvement. Hein. Elles sont essentielles pour l'avenir de notre planète. Mais bon, elles vont peser sur la production, c'est évident. Hein. En quelques chiffres, la RLS représente 5% de notre chiffre d'affaires. C'est important, 5% de notre chiffre d'affaires, bien sûr qu'on retrouve au niveau du résultat. Hein. Donc c'est un résultat qui diminue également de 5%. La TVA, bien sûr, elle passe de 5,5 à 10, donc on renchérit nos coûts de production de 4,5%. La RE 2020 va à nouveau renchérir ses coûts de 5 à 10%. Et on voit bien que du coup que l'équilibre va être compliqué à atteindre et donc ça complique les choses. Tout à fait, tout à fait. Donc, à ces freins structurels, il y a aussi des freins, je dirais, conjoncturels. Hein. Nous assistons actuellement à un renchérissement important des coûts des matières premières et de la pénurie de main-d'œuvre hein, pour nos entreprises. Donc, ces freins conjoncturels vont également pas dans le bon sens, hein, c'est évident. Hors contexte national, nous avons des freins locaux. J'en ai identifié principalement 4. Un qui concerne un peu le département de l'Ain, mais qui est moins prégnant que dans d'autres départements plus urbains, hein, notamment pendant la période des élections communales. Nous avons constaté des projets qui ont été reportés, voire annulés. Alors, c'est un peu dommage parce que nous sommes sur des projets d'utilité sociale. Ce ne sont pas des projets qui sont clivants par nature. Donc, nous avons constaté ces projets reportés. Nous avons également, comme cela a été rapporté dans la première table ronde, nous avons l'accès au foncier hein, dans les zones tendues, notamment dans le Pays Gex. Et bien sûr, l'accès au foncier devient encore plus prégnant depuis l'année 2021, notamment sur la zone côtière pleine de l'Ain. On atteint des chiffres qui sont importants et qui sont pratiquement équivalents à ceux du Pays Gex. Hein. Il n'y a carrément plus de prix dans ces zones. Hein. Il n'y a plus de prix. Donc c'est très pénible pour nous hein, en tant que bailleurs sociaux. Nous avons aussi le souci des zones détendues, hein, dans l'autre sens, quand on est sur la partie nord du département, pour équilibrer nos opérations. Hein. C'est un souci. Et il faut également rajouter la garantie des emprunts, qui est un problème hein, qui a été évoqué tout à l'heure par M. Perret. Alors, on a donc une situation là qui n'est pas très réjouissante. Hein. Le constat que vous nous faites, en tout cas, pose évidemment des questions. Ça veut dire que vous n'avez pas de levier possible au niveau local ou il y a quand même des choses que l'on peut faire et imaginer ? Si, tout à fait, tout à fait. Je pense qu'au niveau local, on peut agir, hein, même si le constat n'est pas très réjouissant. Il faut d'abord, je pense, souligner les actions volontaristes du département de l'Ain hein, en matière de politique de l'habitat. Il faut également souligner les engagements de nos collectivités locales en matière d'aide à la construction pour les bailleurs sociaux. Également, pour certaines d'entre elles, l'aide au niveau des garanties, hein, puisqu'on a une collectivité qui se porte garant pour nos emprunts en lieu et place des communes qui composent cette agglomération. Donc ça va dans le bon sens. Il faut souligner aussi la disponibilité des services déconcentrés de l'État pour nous accompagner dans ces politiques. Ce partenariat, on ne le retrouve pas dans tous les départements, il est assez exemplaire dans l'Ain, il faut le poursuivre. Nous aurons des propositions à faire, notamment sur ce qui a été évoqué tout à l'heure dans la première table ronde, sur les modifications des zones. C'est essentiel, hein, puisque nous sommes dans un département en pleine évolution. Hein. C'est l'un des départements français où l'évolution démographique est la plus forte. Hein. Donc il faut que ce zonage bouge, hein, qu'on ne reste pas figé, puisque ce zonage nous sert à fixer nos loyers. Hein. On constate également des incohérences, puisqu'il existe deux types de zonage, un pour l'investissement locatif et un pour les APL.
il y a des distorsions sur certaines communes entre le zonage qui est alphabétique et le zonage qui est numérique. Donc il faut qu'on ait un travail et qu'on soit porteur de projets et travailler avec le département, les collectivités locales et bien sûr en concertation avec les services décentralisés de l'État. Nous avons également beaucoup de nouveaux outils juridiques qui ont été mis en place par le législateur et donc il faut qu'on s'en accapare de ces nouveaux outils et qu'on les mette en œuvre. Bien sûr, il y a l'accession sociale qui existe déjà depuis quelques années, l'usufruit social. Nous avons les organismes de foncier solidaire, la VFA inversée qui a été récemment améliorée. Nous avons le logement intermédiaire, puisque maintenant nous avons des sociétés constituées au sein de bailleurs ou de groupes HLM, donc qui peuvent intervenir. Donc nous avons de nouveaux outils à disposition. Et il faut également que les compétences internes des bailleurs évoluent, parce qu'avec la loi climat et résilience qui va restreindre le foncier, il faudra qu'on ait une réflexion stratégique sur la sobriété foncière. C'est un nouvel élément à prendre dans nos plans stratégiques de patrimoine et qui sera de plus en plus prégnant. Alors on voit qu'il y a de nombreuses contraintes qui viennent s'ajouter au fil des années aussi. On voit que le département de l'Ain est un département qui est très actif, mais on en parlera dans quelques instants, et qui là aussi amène aussi des problématiques. Alors un département qui est dynamique, c'est positif, et évidemment il faut amener d'autres réponses. Vous avez évoqué comme frein la question économique. On va peut-être s'attarder sur cette notion-là et peut-être parler de ces leviers d'action que l'on peut avoir là aussi au niveau local d'un point de vue économique. Il y a des choses à faire ? Oui, je pense qu'on peut faire des choses. Il faut comprendre que le postulat de base, c'est que nos opérations doivent être équilibrées. Il y a un seuil qui est à l'appréciation de tous les bailleurs, auquel la mise de fonds propres n'est plus acceptable. Elle était de 15% habituellement, mais on monte maintenant sur des niveaux qui peuvent être acceptés pour leurs bailleurs dans leur stratégie individuelle, mais on peut arriver maintenant sur des seuils de 30%, voire plus. Ce n'est pas acceptable. Donc quand on arrive sur ces seuils, les projets ne voient pas le jour. Donc c'est un peu dommage. Donc il y a des solutions, c'est de mixer nos opérations, donc d'utiliser le logement intermédiaire, mais qui ne s'applique que sur certains secteurs. Il faudrait également, je pense, accepter au niveau du département, qui est le délégataire des aides à la pierre, une mixité plus souple sur nos programmes, c'est-à-dire on doit pouvoir faire des opérations en PLS, exclusivement en PLS, mais à condition que ça soit parfaitement justifié et que dans la globalité de la programmation individuelle du bailleur et de l'ensemble du département, on respecte les quotas qui nous sont assignés entre la proportion de PLAI plus et PLS. C'est parfois le seul moyen de sortir des opérations, c'est de déroger à la configuration des produits, mais tout en respectant au niveau global du bailleur et du département ou de la zone, bien sûr, des collectivités locales, les critères de répartition. Ça peut être une solution, et c'est une solution. Nous avons également, je pense, un travail sur les marges locales qui doit être fait et revu. Les marges locales, c'est une marge à l'appréciation du département de l'Ain qui permet de revaloriser les loyers. Voilà. Donc, il est clair que dans mes propos, le département évolue. Il faut aussi faire évoluer nos loyers. Alors, on vient de parler de cette notion financière et de ces problématiques financières. Au-delà, est-ce qu'il y a des propositions d'amélioration, peut-être, que vous pouvez nous formuler autour du fonctionnement de la production de logements sociaux ? Oui, tout à fait. Le temps administratif est relativement long pour produire une opération. Donc, tous les points qu'on peut améliorer pour raccourcir ce temps de production, il faut s'appesantir dessus et essayer de les améliorer. Je pense que pour l'instruction des permis de construire, il y a quelque chose à faire. Il faudrait qu'on soit au niveau des services instructeurs considérés comme prioritaires.
comme prioritaire, parce qu'on porte des projets quand même importants qui sont d'utilité sociale. Il faut donc conférer à nos dépôts de PC un caractère prioritaire. Je pense également que l'on devrait pouvoir, avec les maires, les bailleurs avec les maires devraient pouvoir agir pendant l'instruction des permis, c'est-à-dire se rendre dans les services instructeurs pour résoudre des problèmes parfois qui sont mineurs et parfois qui sont bloquants. On peut avoir, au terme du délai d'instruction, un refus de permis ou des informations complémentaires à faire qui auraient pu être résolues avant. Mais il faut que les services instructeurs autorisent les bailleurs, mais les bailleurs n'ont pas la capacité juridique de se déplacer sur ces sujets-là. C'est donc les maires et les bailleurs qui peuvent résoudre certains points administratifs qui nous font gagner quelques mois. Donc c'est important. Nous avons également, je pense, ça a été soulevé tout à l'heure par M. Perret dans la première table ronde, le souci des garanties. C'est un sujet essentiel. Nos instances nationales ont essayé de porter le sujet au plus haut niveau pour essayer d'annuler ces garanties, mais c'était un échec. C'est une norme européenne qui nous impose ces garanties. Donc, on a un souci sur ces sujets parce que les bailleurs sociaux n'iront plus dans les communes où on aura un refus de garantie. Donc, il faut bien le savoir. Grand Bourg Agglomération s'est saisi du sujet et donne la garantie aux bailleurs sociaux pour leurs emprunts pour les communes qui composent cette collectivité. Donc c'est un bon point. Je pense qu'il y a une action de sensibilisation parce que les refus de garantie, on constate qu'on les a surtout sur les petites communes. Les petites communes qui ne sont pas équipées comme les plus importantes. Et parfois, c'est un problème simplement de compréhension. C'est vrai qu'il est difficile d'aller voir les communes en leur disant est-ce que vous pouvez nous garantir les emprunts ? Il n'y a pas de risque sur le logement social. Et ils nous rétorquent s'il n'y a pas de risque, pourquoi garantir ? C'est du bon sens, c'est du bon sens, mais c'est la réalité. Donc je pense qu'il y a une action commune à faire avec la Caisse des dépôts et consignations qui serait d'accord, et également avec les maires, peut-être par l'intermédiaire de son association départementale, pour agir en ce sens et expliquer qu'il n'y a pas de risque, mais qu'il faut garantir. On donnera la parole à Jean Flochon tout à l'heure pour voir si le message est bien passé. Mais je pense que oui, vous en avez évidemment parlé. Et je sais que vous échangez autour de ces thématiques. Merci en tout cas, Christian Magnon, pour votre vision et votre éclairage. Alors, on voit bien que les bailleurs sociaux sont volontaires pour relancer la production et sont force de proposition pour accompagner les territoires. Alors, Guillaume Fury, en tant que directeur de la direction départementale des territoires et représentant de l'État, quel regard portez-vous sur cette baisse? Et puis, quels sont pour vous les principaux leviers à activer pour relancer la production? Merci. Je profite avant de commencer pour remercier Marc Gomez d'avoir organisé ce webinaire en tant que président d'Aura HLM qui permet à l'ensemble des acteurs de partager déjà un constat et puis surtout des leviers d'action. Alors permettez-moi d'abord de revenir sur les chiffres. Vous l'avez dit en introduction, les chiffres de logements sociaux dans l'Ain sont source de préoccupation. Les résultats que l'on connaît depuis 3 ans en termes d'agrément ne sont pas à la hauteur des besoins. On a connu quelque part un point bas en 2021 avec 695 logements agréés. Et si l'on remonte à l'année 2018, qui était l'année quelque part d'un fonctionnement normal en termes d'agrément, dans l'Ain, il y avait 1400 logements d'agréés. Donc sur les 3 dernières années, nous avons connu une baisse régulière avec un agrément de seulement 2600 logements sur cette période de 3 ans par rapport à un objectif qui était de 3700 logements. Donc quelque part, depuis 3 ans, il manque 1100 logements sociaux dans le département. Et dans le même temps, et ça a été dit par de nombreux intervenants, la demande est toujours là. On a la chance d'avoir un département qui est particulièrement dynamique d'un point de vue économique, qui accueille des nouvelles populations. Et donc, il faut être au rendez-vous pour accueillir ces nouvelles populations. Et dans ces nouvelles populations, il y a un besoin de logements sociaux. Dans l'Ain, on accueille chaque année en moyenne 6 000 nouvelles personnes. Ça représente 2 600 ménages. Si on tient compte de la répartition et de l'éligibilité aux logements sociaux,
les chiffres, c'est globalement 80% des ménages sont éligibles aux logements sociaux et 63% à des logements très sociaux. Et donc si on extrapole par rapport à ces 2600 ménages qui arrivent chaque année dans l'Ain, on arrive à un besoin théorique de logements sociaux de 2000 logements sociaux par an. Donc vous voyez bien l'ampleur de la demande. Alors, quelque part, ce qu'on peut dire, c'est que ces chiffres aussi ont des répercussions sur le marché locatif global. C'est-à-dire que ces constructions qui n'ont pas lieu dans le logement social induisent une pression croissante sur le parc privé dans certaines zones tendues et derrière une hausse également des loyers qui se répercutent sur l'ensemble de la population. Alors, les raisons qui expliquent cette situation, elles sont connues, elles ont été expliquées notamment par Christian Magnon. Il y a des facteurs quelque part structurels de niveau national. On a évoqué bien sûr la loi de finances de 2018 avec la réduction de loyer de solidarité, la hausse de la TVA. Il y a eu également, à partir de 2018, avec la loi Elan, un mouvement important de réorganisation, de fusion de certains bailleurs qui les a mobilisés et qui, du coup, pendant un certain temps, a pu les détourner par rapport à un objectif de production de logements sociaux. On a eu aussi, dans le même temps, une volonté forte d'aller vers la réhabilitation et vers de la rénovation énergétique. Et donc, tout cela aussi a mobilisé les bailleurs. Mais ces facteurs-là, quelque part, que l'on retrouve au niveau national, ne sauraient expliquer entièrement la situation de l'Ain, puisque si on regarde les chiffres au titre de l'année 2021 qui vient de se terminer, il y a eu une croissance de la production de logements sociaux après une année 2020 qui était très mauvaise, de 15% au niveau national. De 8% au niveau national, pardon, mais une baisse de 15% de la construction dans l'Ain. Donc on voit bien qu'il y a aussi des facteurs intrinsèques à l'Ain. Alors il y en a un qui est connu, c'est-à-dire qu'on avait un acteur important de la construction du logement social dans l'Ain qui chaque année représentait 40 à 60% de la construction, qui était la SEMCODA, qui depuis 2019 est engagée dans un plan de redressement qui va courir jusqu'à 2025 et qui fait que cet opérateur-là ne pourra pas être au rendez-vous pendant cette période-là en termes de production importante de logements sociaux. Donc il faut en tenir compte. Alors, ce constat étant fait et largement partagé, la question qui se pose est celle des leviers. Quel type d'actions peuvent être engagées? Je pense que le premier élément, et ça a été dit, c'est la mobilisation des acteurs locaux et en premier lieu des élus. C'est-à-dire que c'est important qu'il y ait cette mobilisation pour avoir une vraie stratégie de long terme pour porter le logement social. On a eu l'occasion à l'automne avec le conseil départemental qui est délégataire des aides à la pierre de se mettre d'accord pour qu'en 2022, il y ait des réunions sur le territoire avec les élus locaux pour aborder justement cette stratégie de production de logements sociaux en associant bien sûr les bailleurs sociaux, puisqu'ils sont un acteur incontournable. Le deuxième élément qui est important en termes de levier, c'est la mobilisation des bailleurs sociaux. Et en premier lieu, des bailleurs sociaux de l'Ain. On a la chance dans l'Ain d'avoir des bailleurs sociaux importants qui connaissent le territoire, qui connaissent les enjeux et donc qui sont à même de porter ces projets en lien avec les collectivités. Cependant, si on compte uniquement sur les bailleurs sociaux de l'Ain, on ne pourra pas atteindre nos objectifs. Donc il faut aller au-delà aussi des bailleurs sociaux de l'Ain. C'est le cas aujourd'hui, puisque quand on fait le bilan des agréments au titre de l'année 2021, on voit que quelque part, plus de la moitié des agréments proviennent de bailleurs extérieurs à l'Ain. Donc il faut une mobilisation en premier lieu des bailleurs de l'Ain et laisser la possibilité aussi à d'autres acteurs de venir construire dans l'Ain. Ensuite, ça a été dit, il y a des problématiques foncières. Et donc, il faut également mobiliser un certain nombre de leviers sur la problématique foncière. On l'a dit, un des premiers leviers, c'est qu'on a un opérateur, l'établissement public foncier de l'Ain, qui est en capacité d'accompagner les collectivités dans le portage foncier de long terme pour trouver quelque part une solution la plus économique possible pour mobiliser ce foncier. Donc ça, c'est important de bien pouvoir travailler ce partenariat avec l'EPF. On a également un certain nombre d'outils de l'État autour du foncier.
au travers notamment de la mobilisation du foncier public. Et derrière, de la possibilité d'appliquer une décote sur ce foncier public s'il y a derrière de la construction de logements sociaux. Le Premier ministre a souhaité réactiver ce dispositif et donc il va y avoir un appel à manifestation d'intérêt. Et donc il est important que le département de l'Ain puisse bénéficier de ce dispositif. Et c'est pour ça que l'on a souhaité réactualiser l'inventaire et identifier peut-être de nouveaux fonciers publics qui pourraient porter de la construction de logements sociaux. Toujours sur le foncier, ça a été dit, on est dans un changement de modèle. On va vers plus de sobriété. La loi climat et résilience a fixé un horizon qui est celui de 2050, qui est celui de la zéro artificialisation nette. Donc on va devoir construire différemment, reconstruire plus la ville sur la ville. On a déjà des exemples, il y a des territoires tendus où ça se fait, et donc il faut aller plus loin. Là-dessus, l'État met à disposition aussi un outil pour permettre d'équilibrer certaines opérations foncières en mettant l'accent en priorité vers la construction de logements. C'est au travers de ce qu'on appelle le fonds friche. Fonds friche qui a été développé dans le cadre de France Relance et qui va désormais être pérennisé. Donc en 2022, il y aura encore des opérations sur le fonds friche et on peut se réjouir que le département de l'Ain et en particulier des bailleurs sociaux se soient saisis de ces outils et vont bénéficier de ces aides du fonds friche. On a 8 projets dans l'Ain qui ont été retenus à hauteur de plus de 3,6 millions d'euros. Vous dire également sur le volet foncier qu'il y a des outils fiscaux. On l'a évoqué tout à l'heure, le Premier ministre l'a annoncé, donc en 2022, il y aura une exonération de la taxe foncière sur le bâti pour la construction de logements sociaux. Ce que je souhaiterais dire aussi, c'est qu'il y a des aides qui se mettent en place. J'ai évoqué le fonds friche, mais il y a également les aides pour les zones tendues de notre département, là où le besoin en logements sociaux est le plus fort, donc sur le Pays de Gex, sur la Côtière notamment, au travers des contrats de relance du logement qui permettent pour la construction de logements respectant un seuil de densification, une aide de 1 500 € par logement. Et les logements sociaux sont bien sûr éligibles à ce dispositif. Et puis pour terminer sur les leviers qu'il convient, je pense, de mobiliser de façon encore plus forte dans l'Ain, il y a également un dispositif rénové qui s'appelle LOC Avantage, qui a fait l'objet d'une communication cette semaine de la part de la ministre du Logement, qui permet aux propriétaires de bénéficier d'une réduction d'impôt en échange de la mise en location à un montant inférieur au loyer du marché de leur logement. Et ce type de conventionnement, en lien avec l'ANA, permet également d'être pris en compte dans les taux de logements sociaux pour les communes soumises à l'obligation SRU à hauteur de 20 ou 25%. Voilà, donc en conclusion, quelque part, sur les leviers, ce qui me semble important, et ce webinaire en est la traduction, c'est une action de partenariat concertée avec l'ensemble des acteurs. Une action territorialisée, c'est-à-dire qu'on a un département divers et donc on ne peut pas appréhender la problématique du logement social de la même façon sur tout le territoire. Et puis une problématique quelque part du coût humain où on mobilise quelque part une boîte à outils avec un certain nombre de leviers. J'en ai cité certains, Monsieur Magnon en a cité également. Donc on voit qu'il y a des leviers importants et donc il faut pouvoir mobiliser ces leviers au cas par cas sur les territoires. Merci pour ces éléments de réponse, Guillaume Fury. Merci pour cette vision du point de vue de l'État et ces leviers qui, je pense, seront donc activés et sollicités et qui le sont déjà d'ailleurs pour certains, évidemment. Vous avez parlé donc du département et notamment, on va parler avec vous, Clotilde Fournier, vous qui êtes vice-présidente déléguée à l'insertion, à l'emploi, à l'habitat et au logement au sein du département de l'Ain. On va parler donc de cette vision du département en tant que délégataire des aides à la pierre. Alors quelles sont les mesures prises par le département de l'Ain pour relancer ou lever ces freins que l'on a identifiés? Un élément de réponse donc par vous et qui est vrai, bon on l'a dit, on est un petit peu chauvin, c'est un très beau département que ce département de l'Ain, c'est un département qui est très actif, très dynamique et donc qui doit répondre à de nombreuses attentes. Alors voilà, quelles sont peut-être les pistes que vous envisagez? Oui,
Effectivement, nous avons la chance dans ce département d'avoir d'une part, et je veux saluer quand même des partenaires essentiels que sont nos bailleurs sociaux, que sont également les services de l'État, et nous avons une feuille de route extrêmement dynamique et surtout extrêmement contrainte. Parce que vous l'avez dit, le département de l'Ain, c'est le cinquième département de l'Ain au niveau de la croissance démographique. C'est également le premier département industriel de France. Et de ce fait, nous devons tous ensemble porter des objectifs que nous ont donnés notamment les services de l'État. Depuis 2006, le département de l'Ain a la délégation à la pierre. Et en ce sens, nous avons également la compétence de l'attribution des aides publiques. Et nous sommes donc compétents, comme je l'ai dit, pour l'attribution des aides publiques, à l'exception, bien sûr, des aides distribuées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Ensuite, vous dire que nous sommes également compétents dans le cadre de la démolition également des logements, de la réhabilitation, et puis également au niveau des logements sociaux, des logements foyers, que sont les résidences, les foyers logements, les MARPA, les EHPAD. Et puis également, nous notifions les attributions à l'ensemble des bénéficiaires du département. Alors, je l'ai dit, et puis tout au long de ce webinaire, les précédents intervenants ont fait part de leurs inquiétudes et aussi également des actions. Et bien entendu, au niveau de nos départements, nous avons de nombreuses actions, mais je vais plutôt me permettre dans un premier temps de faire des constats, le plan stratégique du conseil départemental, et puis ensuite comment on fait tous ensemble pour avancer. Alors, déjà, vous parlez... pratiquement vous faire part de quelques chiffres. Nous, depuis 2017, en 2017, le département de l'Ain a atteint, c'est l'année où nous avons atteint le plus nos objectifs, avec notamment 2051 LLS, 345 prêts locatifs aidés d'intégration, 610 prêts locatifs à usage social et 1096 prêts locatifs sociaux. 297 prêts sociaux de logement d'accession. Alors il est vrai, monsieur le directeur en a parlé, les années 2018 et les années à 2020 ont été marquées aussi par une réflexion, et pardon de le dire, de la politique aussi du gouvernement qui a fortement impacté les capacités de production des bailleurs sociaux. Ça a été dit, je vais pas rappeler, mon voisin l'a également dit. Alors, on oublie aussi de dire que la crise sanitaire, elle est aussi venue, à mon sens, ralentir les chantiers et les projets en cours, et puis qui a produit une raréfaction et aussi une augmentation du coût des matériaux. Ça, c'est aussi une réalité, on le sait, il y a une pénurie, et quand il y a une pénurie, il y a une augmentation des coûts du matériau. Et ces problématiques ont généré, à mon sens, aussi un retard dans la construction de logements de nos partenaires. Et puis, il faut aussi le dire, il y a aussi la réorganisation des bailleurs de notre paysage, qui est venue compliquer aussi le développement de la production de logements. Je pense à de nouveaux bailleurs qui sont aussi venus réorganiser et modifier la relance. Ensuite, vous dire sur l'année 2020. L'année 2020, elle a été, je l'ai dit, très en retrait par rapport aux années précédentes, et notamment de 1000 logements agréés, ça a également été dit. Mais globalement, je veux quand même le dire, les objectifs ont été atteints à hauteur de 75%. Alors c'est vrai, l'année 2021, on l'a dit, on l'a constaté, est une année particulière parce que simplement 695 logements ont été déposés, et puis on le sait, c'est encore très faible, et puis ça nécessite, on l'a dit, la nécessité d'un plan de relance et de construction. Je veux quand même le rappeler, monsieur le directeur en a rappelé, le ministère du Logement, effectivement, a demandé à ce que la production de logements à très bas loyer soit une réelle priorité, et nous le faisons dans le département, et qui est aussi répercuté par les délégataires. On le sait,
bien que dans le département de l'Ain, je l'ai dit, la production soit en baisse ces 2 dernières années, il est quand même constaté un taux de PLAI par rapport au total plus et PLAI de 42% sur la période 2018-2023. Alors, moi, je pense que c'est quand même un résultat plutôt satisfaisant au regard de l'objectif que nous devons atteindre, notamment pour les logements et notamment pour les partenaires et pour les familles les plus modestes. Sur la période 2018-2020, alors c'est vrai que la production en zone tendue, elle est de 48% des logements qui ont été agréés. Alors, le département, bien sûr, en tant que délégataire, a bien répondu à cet objectif de priorisation aux zones tendues. Quelle est notre stratégie? Ça, c'est aussi important de dire qu'est-ce que le département veut faire et de quelle manière on le fait depuis 2006. Eh bien, nous partageons déjà l'objectif, bien entendu, de services de l'État, de construire plus de logements locatifs sociaux dans un département, et on l'a dit, à forte croissance démographique, mais aussi un département industriel, mais il faut quand même le reconnaître, où les rémunérations sont aussi limitées et qui nous contraint, bien entendu, à devoir réfléchir aux leviers. Alors, sous réserve de l'avancée des travaux, nous souhaitons à nouveau réaffirmer notre engagement pour favoriser la relance de la construction, et nous réfléchissons aujourd'hui déjà à plusieurs pistes de travail. 1. On s'appuie sur la connaissance, et ça a également été dit, sur la connaissance et la maîtrise des EPCI, des communes. Ça, c'est extrêmement important de travailler en parallèle avec l'association des maires ici présente, et en élaboration un diagnostic précis. Ça, c'est important. Nos besoins, nos attentes, nos contraintes, par le biais de conférences logement. Là encore, on travaille main dans la main, d'employer cette expression, avec les services de l'État. Et effectivement, au printemps prochain, nous allons ensemble organiser les conférences locales territorialisées. Et puis, ce sera bien entendu, comme je le dis, aussi d'échanges sur les conditions de dévolution du foncier aux bailleurs. Ça, c'est aussi un problème important, le coût du foncier qui est dans des zones bien plus importantes, et puis surtout l'attribution des permis de construire. Ensuite, il s'agit aussi de mettre en place une réflexion approfondie autour de l'accession sociale à la propriété, du PSLA en lien avec le foncier solidaire. Enfin, il nous s'agit aussi de bonifier les logements qui répondent aux critères RT 2020. Ça aussi, ça a été dit. Le coût de construction RT 2020, aujourd'hui, est de 5 à 10% plus important. Donc, il nous faut aussi réfléchir à ça. Mais par contre, par rapport à la RT 2012, par contre, ça implique, si ça a été fait, c'est pour que le coût des ménages, que la facture énergétique baisse. Donc, ça devrait aussi permettre aux ménages de pouvoir compenser ces investissements. Enfin, travailler aussi avec, bien sûr, l'établissement public foncier de l'Ain, les bailleurs, l'Ora HLM, qui est pour nous un partenaire essentiel, avec un soutien aussi important de l'Observatoire départemental du logement, de l'habitat, qui est aujourd'hui un outil et qui est désormais indispensable pour l'analyse départementale des besoins du logement. Travailler aussi avec la Banque des territoires, qui est aussi un partenaire incontournable, afin d'utiliser leur offre, notamment dans le cadre du plan de relance pour le logement. Ça aussi, ça a été dit. Et puis, mon voisin en a parlé, aussi réfléchir sur l'élargissement du plafond au prix du mètre carré en VFA et en vente en état futur d'achèvement, comme c'est le cas sur notamment le Pays Jack, Daniel Raffo en a parlé. Voilà aujourd'hui où nous en sommes. Nous avons, pour conclure, la volonté de pouvoir réaffirmer notre partenariat avec les services de l'État, avec également les bailleurs sociaux. Ce que je veux quand même affirmer, c'est que, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est que nos partenaires aujourd'hui qui sont dans le département de l'Ain, je veux réaffirmer tout mon soutien à ces bailleurs sociaux qui sont pour nous essentiels. Donc je le dis, nous travaillons main dans la main. Il s'agit de prioriser
de prioriser mais réellement nos objectifs avec ces bailleurs sociaux et bien entendu avec les services de l'État. Alors pour conclure, on a un enjeu extrêmement important. Le problème du logement n'est pas d'aujourd'hui, ça fait de nombreuses années. Aujourd'hui, nous faisons face, et nous l'avons dit, à aussi des familles qui sont de plus en plus monoparentales, qui donc contraint à avoir de plus en plus de logements, avec également la proximité de la métropole genevoise et lyonnaise, font qu'aujourd'hui, le département de l'Ain a ses atouts, mais également a ses contraintes. En tous les cas, on peut se réjouir sur un point, c'est que nous avons tous cette volonté de travailler ensemble, et je le répète, c'est vraiment important d'avancer et d'avoir la même feuille de route. Merci beaucoup Clotilde Fournier pour votre vision, celle du département, puis pour votre engagement autour de ces problématiques. On va se tourner maintenant auprès de vous, Jean-Yves Flochon. Vous êtes président de l'association des maires du département de l'Ain. Force est de constater que certains élus défendent une vision malthusienne de la construction, maire bâtisseur égale maire battu, et en particulier celle de logements sociaux. Alors comment peut-on ensemble rassurer, lever les freins qui ont été évoqués, et puis faire aussi des maires, des acteurs aussi de ces enjeux dont on a parlé tout à l'heure? Oui, merci pour organiser ces échanges et ce débat qui est important pour l'ensemble des maires de notre département comme pour l'ensemble des maires de notre nation. En réponse à votre question, je dirais toujours tout de suite que à titre personnel, je ne crois pas du tout à cette fatalité des maires bâtisseurs. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu ici ou là des opérations qui ont pu être décalées parce qu'effectivement, des populations, ce n'est pas les maires, c'est parfois des habitants qui viennent s'émouvoir de quelques opérations. Ça reste marginal. Et dans l'ensemble, je suis convaincu que les maires sont plutôt porteurs et demandeurs aujourd'hui d'opérations de construction sur leur territoire. Les remarques qui ont été formulées par nos collègues élus lors de la première table ronde, confortées par les propos de Clotilde Fournier pour le département, montrent bien qu'il y a aujourd'hui une demande forte à la fois de construction, de nouvelles modalités de construction. Le maire que je suis dans ma commune, mais l'ensemble de nos collègues le font aussi, constatent qu'ils ont un besoin notamment de petits logements supplémentaires. Et aujourd'hui, on a une inadéquation d'une partie de notre parc social. Donc d'où une volonté, je pense, forte d'avoir de nouvelles constructions sur leur territoire. Et ceci, que l'on soit en zone tendue ou en zone détendue, où les besoins existent aussi. Le deuxième élément, c'est que les maires ont été choqués des propos de la ministre du Logement qui a laissé entendre que les maires ne joueraient pas le jeu du logement social. Je crois que si la donne a évolué sur le plan réglementaire, ce n'est pas les maires qui en portent l'essentiel de la responsabilité. Les déséquilibres financiers qui sont venus peser sur les bailleurs sociaux ne sont pas le fait des maires. La suppression de la taxe d'habitation qui est venue faire en sorte que les dégrèvements fiscaux, les exonérations du foncier bâti ont doublé à la charge des collectivités. Ce ne sont pas les maires qui en portent la responsabilité. Alors le constat qui a été fait au niveau national sur le coup de frein, sur le ralentissement très fort de la construction, nous le partageons. Nous ne partageons pas l'origine de ce coup de frein. Par contre, effectivement, nous sommes prêts à partager les solutions qu'il faut mettre aujourd'hui en œuvre pour trouver des solutions, parce que nous avons des besoins. Il n'est pas question aujourd'hui de dire qu'effectivement, on va se tenir à ce rythme ralenti qui ne correspond pas à la réalité des attentes de nos populations. Donc, aujourd'hui, la recherche de solutions, il y en a plusieurs qui ont été évoquées ce matin et qui sont importantes. Je crois que l'évolution d'une garantie communale vers une garantie intercommunale est déjà une perspective
qui requiert l'attention des élus communaux. Elle est partagée par les préoccupations intercommunales. Les établissements publics de coopération intercommunale, notamment un PLH, ont des objectifs à atteindre et ils savent que c'est peut-être un levier psychologique important à lever. Et je remercie le département de l'avoir pris en compte. Le deuxième point, et c'est M. Magnon qui l'a évoqué, concerne la mixité des opérations. Je crois que c'est aujourd'hui quelque chose qui est essentiel et qui doit se doubler d'une forme de souplesse dans l'appréhension de certaines opérations. Et ici, nous avons besoin de pouvoir travailler main dans la main avec les services du département. Nous avons réorienté notamment la rédaction de nos documents d'urbanisme communaux dans une période un petit peu euphorique, où effectivement nous étions avec un rythme de construction fort et sans effectivement les freins que nous constatons aujourd'hui avec la raréfaction du foncier qui va encore s'accélérer, s'accentuer. Donc nous avons besoin effectivement de pouvoir se réapproprier peut-être un certain nombre de documents d'urbanisme avec des opérations exemplaires pour aller chercher les solutions, voir pourquoi certaines opérations ont pu marcher sur certains territoires et puis ensuite encourager à les dupliquer. Et effectivement, aujourd'hui, la surdensification qui est demandée ne correspond pas forcément toujours aux attentes de nos populations, notamment dans les zones un petit peu moins tendues. Donc nous avons besoin de ce rééquilibre qui dépasse le caractère d'opération par opération. Et cela rejoint la souplesse souhaitée en termes d'affectation des plafonds de PLS ou de PLI par secteur. L'essentiel, c'est de se donner un objectif qui soit sain, qui soit conforme aux attentes sur un plan large, mais sur lequel nous puissions avoir une façon d'interprétation, une liberté d'interprétation peut-être un petit peu plus forte au plan local. Pour faire court, lorsque une opération d'investissement, de construction sur une zone importante doit se construire, elle peut-être être portée et en tout cas donc évaluée sur le plan arithmétique sur une vision d'ensemble de la commune, voire de plusieurs communes, pour faire en sorte que, eh bien, si les ratios ne sont pas atteints sur une opération en particulier, nous puissions l'atteindre sur un ensemble d'opérations. Et ces éléments de souplesse, je pense que nous en aurons besoin. En tout cas, les maires seront prêts à se mettre autour de la table pour dialoguer. Je voudrais dire aussi que cette question du foncier, sur la requalification notamment donc, des pourcentres, où les demandes, où les attentes sont importantes. Je voudrais reprendre les propos notamment de Daniel Raffos lors de la première table ronde, qui mettait en avant donc, les coûts et les surcoûts de chacune de ces opérations. Aujourd'hui, l'arithmétique ne joue pas en notre faveur. Et effectivement, donc, les déséquilibres financiers sont constatés. L'EPF est un outil, ce n'est pas lui qui, in fine, supporte la charge des opérations. Il n'en aurait pas les moyens. Donc il y a bien nécessité, effectivement, de trouver auprès d'autres collectivités, notamment de l'État, pour un certain nombre. Le fonds Friche a été évoqué. Je crois qu'effectivement, on tienne compte de cette réalité, de ces réalités financières, pour faire en sorte que l'on puisse répondre aux attentes, aussi bien en zone tendue qu'en zone détendue. Et en tout cas, les maires sont aussi très attentifs à la proposition qui était soulevée par notre collègue de Bourg-Saint-Christophe pour les élus de la Plaine de l'Ain, à une révision du zonage de notre département. Je crois qu'il y a ici une vraie priorité à actionner si l'on veut effectivement donc, retrouver une dynamique dans la construction de logements sociaux dans notre département. Voilà les maires du département de l'Ain qui seront donc au rendez-vous, notamment autour des discussions qu'il y aura éventuellement. Merci beaucoup à tous les quatre. Alors, on va évidemment accueillir dans quelques instants Marc Gomez pour la conclusion de ce webinaire. Je vous laisse donc rejoindre les coulisses. On salue donc Christian Magnon, Guillaume Fury, Clotilde Fournier et Jean-Yves Flochon qui étaient des nôtres pour cette deuxième table ronde. Merci donc à tous les quatre.
Voilà, Marc Gomez, vous nous avez rejoint pour la conclusion de ce premier webinaire d'Aura HLM. Beaucoup de choses ont été dites. Que retenez-vous à l'occasion de cette conclusion? C'est vous qui avez le mot de la fin. Tout d'abord, en tant que président de l'association Aura HLM de l'Ain, je suis ravi par la qualité des intervenants, de leurs propositions, de leurs diagnostics, mais surtout je retiens cette envie commune qu'ils ont portée à tour de rôle, à titre individuel, dans ce beau collectif, pour faire ensemble une proposition de solutions visant à lever les freins au développement, à parfaire le type d'habitat par rapport aux populations, et cet engagement aussi de toujours bien mesurer et considérer les attentes des Indinois dans toute leur diversité par rapport au territoire. On a vu des zones de forte tension, le Franco-Genevois, le Val-de-Saône, la Grande Côtière. On a aussi vu également des zones qui pourraient paraître détendues, mais néanmoins le besoin singulier de dentelle de l'habitant, des élus existe. Il est nécessaire de le considérer. Donc, il n'y a pas eu de proposition simpliste, puisqu'on voit bien que le diagnostic est assez technique. J'ai vu des intervenants qui ont eu bien maîtrisé leur sujet, qui ont exprimé des propositions, mais surtout, je retiens cette envie de faire ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent tous qu'on est sur un département extrêmement dynamique, dans toute sa diversité, dans son tissu industriel, dans cette volonté d'accueillir également les 6 000 habitants par an. Donc je suis ravi. Je suis ravi également, comme l'ont exprimé à plusieurs reprises les élus, le département ou l'État, de cette volonté de travailler avec l'association Aura HLM de l'Ain. Cela montre et légitime combien notre association a une importance et combien cette existence permettra demain de fédérer les propositions des 16 adhérents avec cette logique commune qu'a rappelé également certaines directrices et directeurs généraux. Loger le plus grand nombre, ce qui veut dire qu'on a cette volonté de n'exclure personne. Ce premier sujet sur ce portrait sociologique des Indinois et cette volonté de lever les freins sur le foncier, les sujets ont été considérés, des pistes de travail sont posées sur la table et l'envie de se retrouver pour les considérer, je dirais, acte pleinement réussi. Cette volonté de faire d'autres webinaires, elle est entière, elle est forte, elle est également pleinement légitimée par la réussite de ce premier webinaire. Les prochains sujets, défis climatiques, défis sociétaux, défis sociétals, comment est-ce qu'on peut également les considérer? Ces défis ne sont pas devant nous, nous les vivons déjà. Donc il est important là aussi de partager un diagnostic et également partager ensuite un plan d'action visant à trouver ensemble des solutions au niveau de l'Aura HLM, au niveau de l'État, au niveau du département, au niveau des EPCI, au niveau des maires. Les maires, on en a beaucoup parlé, nous avions le président des maires du département. Le maire reste un acteur clé. Nous avons toujours cette envie forte de le rencontrer, d'écouter ses besoins, les besoins des Indinois et de voir comment est-ce qu'on peut les considérer. Et ensuite partager avec les délégataires, l'État, les solutions à mener. Rappelons également que la loi évolue fortement. Nous avons parlé de la loi Elan, la loi de finances. Nous avons également la loi 3DS, avec ce droit à l'expérimentation, avec le zonage, avec ses réserves foncières. Donc de beaux sujets devant nous techniques et nous serons toujours, en tant que bailleurs sociaux, adhérents de l'Aura HLM de l'Ain, présents, disponibles, engagés pour répondre à tous ces défis qui sont devant nous. On s'en délecte par avance. Merci beaucoup, merci Marc Gomez pour ce rendez-vous auquel vous nous avez conviés aujourd'hui, un rendez-vous que vous pourrez retrouver en replay à la demande. Donc n'hésitez pas à le regarder, à le re-regarder et surtout à le partager. Et puis rendez-vous pour d'autres webinaires dont les thématiques viennent de vous être partagées. Merci à tous, belle journée et à très vite avec Aura HLM.